Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment mieux s'adapter grâce à l'intelligence émotionnelle. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, j'ai décidé cette semaine de faire une vidéo sur notre capacité à nous adapter émotionnellement parce que la réalité est que pour nous tous, on vit une première dans nos vies avec cette pandémie qui persiste dans la longueur et on a tous de plus en plus de difficultés à aller bien. Les chiffres au niveau de la santé émotionnelle explosent, il y a de plus en plus de dépression, d'anxiété, de suicide, de violence conjugale, etc., etc. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer 4 stratégies pour finalement mieux pouvoir s'adapter grâce à l'intelligence émotionnelle. Et une chose que je voulais préciser, c'est que en fait, c'est d'autant plus important dans cette pandémie où on nous a demandé de finalement distancer le lien social, qui est très très important, justement pour les relations humaines et pour notre bien-être psychologique, et en même temps avec beaucoup de monde qui sont passés en télétravail, donc des interactions avec cette intelligence artificielle, pour en dire, mais qui va diminuer en fait notre intelligence émotionnelle. Il y a des études qui sont très claires à ce sujet. Plus vous êtes exposé à des écrans, même si c'est pour le travail, même si c'est pour être dans la contribution, dans la création, eh bien ça va diminuer vos capacités à développer, à lire la communication non verbale. Et c'est très très important cette communication non verbale parce que ça représente quasiment 90% de toute la communication et ce qui permet de créer les fondations de bonnes relations humaines. Donc le plus vous êtes face à des écrans, le moins finalement vous arrivez à développer cette communication non verbale. Donc on a vraiment besoin de ce présentiel pour maintenir un bon niveau de communication non verbale. Alors, on va parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. C'est quoi cette intelligence émotionnelle? Bien, pour faire simple, c'est votre capacité à percevoir avec précision vos émotions et celles des autres. Okay? C'est aussi simple que ça, c'est percevoir, mais aussi ensuite gérer vos émotions et celles des autres. Et cette intelligence émotionnelle est très très importante pour le développement d'un bon relationnel. Alors, dans les 4 stratégies que je vais vous proposer, eh bien, elles commencent toutes par un R ici. Et la première des stratégies, c'est rendre conscient. Si vous voulez pouvoir mieux percevoir vos propres émotions, ben, il faut être conscient, rendre conscient vos émotions. Et qu'est-ce que ça veut dire rendre conscient? Ben, ça implique un certain nombre de choses. Premièrement, ça implique de l'intention. Okay? C'est-à-dire qu'il va falloir vouloir le faire. Ça, c'est vraiment très très important. Si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben, ça ne sert absolument à rien. Okay? Donc, il faut vraiment une intention très forte de vouloir finalement prendre aussi le temps pour soi de s'observer, de ressentir ce qui se passe. Deuxième aspect important, c'est d'être honnête. Il faut être honnête avec soi-même parce que si vous sentez quelque chose mais que vous n'avez même pas envie de le reconnaître, ça ne va pas vous faire avancer, ça ne va pas vous permettre de développer cette intelligence émotionnelle. Troisième élément, ben, il faut aussi de l'humilité. Pourquoi il faut de l'humilité? Parce qu'en fait, il y a de nombreuses études qui montrent que notre capacité à être conscient de ce qu'on ressent et de la manière dont on se comporte, c'est très difficile pour beaucoup de personnes. À moins que vous ayez un niveau de conscience qui soit très 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 élevé, la conscience en fait, elle est beaucoup plus au travers des autres. C'est-à-dire que les autres arrivent très souvent à nous lire beaucoup plus justement qu'on est capable de nous lire nous-mêmes.
Ce qui est terrible hein, quand on y pense, parce que l'idée c'est quand même d'être conscient, si vous voulez, de soi. Mais il y a de nombreuses études qui montrent, par exemple dans les couples, lorsqu'ils ils font des études de corrélation, par exemple, entre les risques de maladies cardiovasculaires et le comportement émotionnel des gens, de savoir s'ils ont de la colère, s'ils ont de la frustration, etc. Lorsqu'ils font ces études-là, ben, ils montrent que le partenaire est souvent beaucoup plus juste dans la description de la personne que la personne elle-même. Donc très très important d'avoir l'humilité aussi, d'interagir avec les autres et de demander aux autres un feedback sur notre manière d'être et notre manière de nous comporter. Et ça, ben, ça demande de mettre notre ego de côté et d'avoir de l'humilité. Okay? Donc la première des notions, c'est rendre conscient, en fait, ces émotions. Comme le disait Carl Jung, tant que vous n'avez pas mis l'inconscient conscient, vous avez l'impression en fait que vous êtes victime de vos circonstances parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point tous ces facteurs inconscients que vous créez vous-même sont responsables en fait de vos circonstances. Okay? Deuxième par contre stratégie, c'est reconnaître et nommer les émotions. Okay? Donc au départ, il faut vraiment rendre conscience, c'est-à-dire avoir l'envie d'entrer dans ce processus, être honnête avec soi-même et avoir cette humilité. Et ensuite, on peut commencer de reconnaître et nommer ses émotions. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien c'est très simple. L'idée ici, c'est de faire des check-in quotidiens. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, prenez un moment et posez-vous la question, comment est-ce que je me sens? Si au besoin, mettez un timer. Toutes les 2 heures, poup, ça sonne et vous prenez un moment. Et comment je me sens? Et la réalité, elle est que la plupart d'entre nous, on peut être en plein milieu d'un volcan en éruption avec de la lave juste ici, et puis on a « je vais bien, je vais bien ». Sous la surface, on va pas bien. Hein, combien de fois on met des sourires de surface, des masques, pour pas partager aux autres dans l'authenticité comment est-ce qu'on se sent. Donc très très important, des check-in quotidiens, et puis voilà, comment est-ce que je me sens? Quel est mon ressenti en ce moment-là? Et une des choses qui est très très importante, c'est de nommer aussi cette émotion. Ah bien là, c'est pas juste « ah, je me sens comme ça, c'est très vague ». Non, mais là, il y a de la frustration. Là, il y a de l'irritation. Wow, là, il y a du jugement. C'est très très important parce qu'en fait, des études montrent que plus on peut nommer une émotion, plus en fait elle se dissout. Il y a des études qui sont fascinantes sur l'arachnophobie, par exemple, les gens qui ont peur des araignées, que ils prennent des groupes de gens, ils les mettent en présence de ces animaux dans des cages et puis ils mesurent la distance jusqu'à laquelle les gens peuvent s'approcher. Et ils ont fait des études où ils prennent des gens où on va leur demander de simplement prononcer un certain nombre d'adjectifs qui n'ont absolument rien à voir avec les émotions. Hein, ça peut être par exemple chaud ou froid. Et ces gens-là, eh ben, ils n'arrivent à s'approcher qu'avec une certaine distance. Et dans le groupe où ils leur demandent de nommer leur propre émotions, en fait, ces gens-là sont capables de désactiver, si vous voulez, ces émotions et de se rapprocher beaucoup plus près. Donc, par exemple, oh, là j'ai peur. Là, j'ai peur, mais ça me permet d'avancer. Ou là, je commence d'être vraiment terrorisé. Ah, mais je peux faire un autre pas. Là c'est effroyable. Hein, je ne tiens plus. Okay? Donc, le fait de nommer, en fait, nos émotions va comme les désamorcer. Donc, c'est très, très important de pas juste rester dans le vague, mais de pouvoir nommer ces émotions. Troisième stratégie, ici, c'est raffiner. Okay? Raffiner ses émotions. Alors, c'est dire quoi, raffiner ses émotions? Eh bien, c'est les différencier avec finesse. C'est ce qu'on appelle la granularité. C'est-à-dire que plus vous êtes fin dans votre description du ressenti de vos émotions, le plus vous allez pouvoir les gérer. Il y a des études qui montrent que les gens qui sont très granulaires, c'est-à-dire qui arrivent vraiment à distinguer avec finesse différentes émotions, face à un même stress, eh bien, ils vont réagir beaucoup moins violemment, ils vont être beaucoup plus capables de prendre le challenge et de transformer ça en opportunité et beaucoup moins à risque de développer des comportements addictifs comme la consommation d'alcool ou de drogue face à ce stress par rapport à une personne qui n'a pas cette granularité. Alors ça veut dire quoi la granularité? Ben, c'est par exemple, voilà, est-ce que c'est de la colère que j'ai ou bien est-ce que c'est de la rage? Okay? Et donc ça c'est très très important de pouvoir vraiment être granulaire
dans la distinction. Et ça se travaille, hein. Mais ça veut dire que ça passe par ce check-in, prendre des moments pour soi, de voilà, comment je me sens et quelle est cette émotion et la nommer. Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que c'est vraiment de la frustration? Est-ce que c'est de l'irritation? Est-ce que c'est du jugement vis-à-vis de quelqu'un? Donc le plus vous entraînez, le plus vous arrivez à devenir granulaire, le plus ça va vous aider à développer cette intelligence émotionnelle. Et là, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a une chose qui est vraiment absolument fascinante dans les études qui ont été faites, c'est qu'il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites de près de 200 études, je crois, sur la notion de est-ce qu'on a des schémas émotionnels qui sont vraiment intégrés dans notre système, qu'on retrouve au travers de toutes les populations. Et là, il y a quatre méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'autres études qui suggèrent qu'en fait, non, ces émotions, en fait, ce sont plus des concepts qui sont appris dans notre culture. Et donc, ça veut dire que, quelque part, au départ, c'est pas que vous êtes préformaté pour certaines émotions. Alors oui, on a des circuits neurologiques, etc. Mais notre manière de réagir, elle va être en fait formatée par notre culture. Et prenez un exemple tout simple. L'enfant qui tombe et qui, dès le moment où il tombe, comme ça, il regarde sa maman de voir comment est-ce qu'elle réagit. Et lui va réagir en fonction de la réaction de sa maman. C'est-à-dire que si la maman panique, l'enfant va se mettre à pleurer. Ou alors si la maman fait « Oh, pauvre, t'es tombé, c'est pas grave ». Et l'enfant va même pas dire quoi que ce soit. Il va se relever, se frotter un petit peu. Peut-être que voilà, il est un petit peu quand même choqué, mais rien au-delà de ça. Donc, on est formaté en fait par notre culture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des émotions dans les autres cultures que nous, Européens, on ne va jamais connaître parce que ça n'a jamais été développé. Il y a dans certaines cultures, par exemple dans la culture mongole, je crois, il y a des émotions où c'est cette espèce d'excitation à l'idée que quelqu'un vient passer un moment avec nous. Et les gens sortent tout le temps pour voir est-ce qu'il est déjà là. Et donc, il y a vraiment plusieurs, comme ça, cultures où il y a des cultures, la notion de honte. Il y a quasiment 200 mots différents pour cette notion de honte. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Donc, la notion ici, c'est que vous avez le droit d'inventer vos propres émotions. Okay? C'est-à-dire que on n'est pas dans la notion d'être limité par les mots du dictionnaire. Vous pouvez très bien aussi vous dire je suis l'extasissime. Hein? Et l'extasissime, c'est l'envie chaque semaine de partager ces vidéos avec vous, par exemple. En chiropractique, on avait une notion que le fondateur de la chiropractique appelait le Spitzer-ictum. Okay? Et Spitzer-ictum, c'est vraiment cette passion pour sa profession, de la développer pour pouvoir contribuer encore plus aux gens. Et donc, c'est un mot qu'il avait inventé lui-même, c'est une nouvelle émotion, c'est une émotion particulière finalement, qui ne peut être ressentie que par un chiropraticien qui a vraiment approfondi, si vous voulez, la philosophie de cette profession, de quelle est l'essence du travail que l'on fait avec les gens, et qui apporte chaque jour cette espèce de passion presque, certains diraient presque religieuse des fois, dans la contribution à l'être humain, alors qu'un médecin, lui, il peut vouloir contribuer aux gens, mais il a toujours cet aspect un peu carré, un peu structurel, un peu scientifique, vous voyez ce que je veux dire, alors qu'en chiropractique, à la base, a été développé avec cette notion de ce que l'on fait en tant que chiropraticien, c'est aider le corps physique à se reconnecter au corps divin en s'assurant que le système nerveux puisse résonner à des bonnes fréquences et pas être entrappé, prisonnier dans la structure, comme ça, dans la rigidité de la structure. Okay? Donc voilà, une émotion par exemple comme le Spitzer-ictum. Donc n'hésitez pas à créer vos propres émotions. Et puis finalement, quatrième stratégie, c'est recadrer. C'est-à-dire que lorsque vous avez une situation, eh bien n'hésitez pas à changer la perception que vous avez de cette situation. Des études fascinantes qui ont été faites par exemple en 2018 à la suite de la crise financière, comme ça ils ont pris des banquiers et ils leur ont montré des vidéos qui en fait disaient le stress que vous avez, tous les symptômes du stress que vous développez, eh bien en fait ce sont exactement les mêmes symptômes que vous avez lorsque vous êtes excité, okay? Lorsque vous avez de l'excitation face à un challenge. Et le simple fait de changer, de recadrer cette perception, eh bien fait que les symptômes du stress se sont réduits quasiment d'un quart chez ces gens-là. Donc c'est la notion de réinterpréter les choses d'une manière où ça vous sert. Hein? C'est très intéressant, moi je le dis parfois aux patients, ils me disent « Ah, j'ai de la tachycardie, c'est un problème médical » et je leur pose la question « Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez rencontré votre âme sœur ?» « J'ai le cœur qui battait. » Et puis j'ai dit « C'était comment cette
cette sensation. Ah, c'était fantastique. Okay. J'aimerais tellement pouvoir le ressentir beaucoup plus fréquemment. Eh bien oui, sauf que là, vous avez physiologiquement exactement la même chose, mais la culture a mis une interprétation complètement différente, c'est-à-dire que vous avez une pathologie dessus. Alors que si vous l'interpréterez différemment, ça pourrait potentiellement diminuer cette notion-là. Donc, la notion de changer cette perception. Donc voilà, si vous voulez améliorer votre intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux faire face, mieux vous adapter à ce qui se passe en ce moment, notamment si vous avez été renvoyé chez vous et que vous interagissez avec le monde au travers des écrans, ces 4 stratégies: rendre conscient, reconnaître et nommer, raffiner et recadrer. Si vous êtes bien, la transcription de cette vidéo elle est disponible sur notre site unegrandevie.com par exemple. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.